Aujourd'hui, avec Margot, on a le plaisir de recevoir à nouveau Isabelle Filiosa sur notre plateau. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux, c'est un vrai bonheur d'être là pour vous et pour votre communauté, pour répondre à toutes les questions Et on qu'il en a paraît qu'elles vous ont beaucoup. posées. Oui. On a eu beaucoup de retours par rapport au podcast qu'on a fait ensemble et on a eu beaucoup de questions aussi, donc on en profite aujourd'hui pour vous les poser. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Alors voilà, on voit souvent des parents voilà, justifier l'autorité qu'ils ont sur leurs enfants en disant bah oui mais qu'est-ce que je fais s'il veut pas ranger sa chambre, qu'est-ce que je fais si voilà, l'enfant parle trop fort, etc. Hmm. Comment est-ce que on peut voilà, envisager, est-ce que pour vous le lâcher-prise c'est important? Est-ce que les tout petits doivent s'aligner voilà, à notre manière de vivre à nous Ah là adultes? là, Margot, j'entends plein de confusion dans cette question. Déjà, vous avez dit, des parents justifient l'autorité qu'ils ont. Or, manifestement, ces parents n'ont pas d'autorité, puisque manifestement, ils disent qu'ils utilisent de l'autoritarisme. Et c'est complètement différent. En fait, l'autorité, c'est l'autorité que l'enfant respecte naturellement, simplement parce qu'il a confiance en vous. Il sait que vous serez toujours de son côté. Il sait que vous assurez sa sécurité en tout moment. Et donc, il y a un attachement sécure. Il sait que vous ne le punirez jamais, que vous ne l'humilierez jamais, que vous lui ferez pas peur exprès. Et il sait que, voilà, vous êtes vraiment de son côté. Et du coup, il sait que vous avez une autorité de compétence. Vous êtes le parent. Donc, il vous regarde et vous dit quelque chose, il suit parce que c'est simplement naturel. Il sait que ce que vous demandez, c'est pour sa croissance, pour son bien, parce que vous croyez en lui. Quand vous n'avez pas d'autorité naturelle, alors vous êtes obligé d'utiliser la force. Et on appelle ça, malheureusement, l'autorité. Mais ça, c'est exercer de l'autorité. Chaque fois qu'on exerce de l'autorité sur un enfant, c'est parce qu'on n'a pas d'autorité, pas assez. Et c'est aussi, malheureusement, ce qui va renforcer le fait qu'on n'a pas d'autorité. En fait, on perd de l'autorité sur un enfant à chaque fois qu'on crie, qu'on punit, qu'on exige, qu'on se met dans une posture d'autoritarisme. Et c'est aussi pour ça que du coup, on est dans un cercle vicieux au bout d'un moment. L'enfant nous écoute pas, du coup, on ne sait pas quoi faire, et du coup, on crie encore plus, on fait encore plus de la même chose, en réalisant pas que ce serait peut-être autre chose. Vous avez dit dans votre question, mais sinon, est-ce que le mieux, c'est le lâcher-prise? Mais non, on va jamais lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Lâcher prise, ça veut dire abandonner l'enfant à un comportement inadapté? Non, on va vraiment accompagner l'enfant. On est là. Donc, nous allons avoir de l'autorité. Ce que nous avons à faire, c'est à construire notre autorité. Et on construit notre autorité en étant fiable envers l'enfant, en étant sa ressource, en étant vraiment, voilà, résolument, je l'écoute, je prends soin de ses besoins, je suis attentif à lui. Et du coup, eh bien, lorsque je parle, je dis quelque chose, à moins qu'il ait un souci intérieur qui l'empêche de le faire, il va écouter. C'est ça qui est très stupéfiant pour les gens qui pratiquent réellement les techniques de parentalité positive, parce qu'une parentalité positive écoute l'enfant et ça travaille beaucoup sur la régulation des émotions. Donc en fait, petit à petit, les parents sont stupéfaits de voir que ah, mais mon enfant il coopère alors que j'ai même pas crié, j'ai rien dit. Et oui, parce que simplement l'enfant a confiance, quoi. Du coup, il avance. Merci pour cet éclairage. On voulait revenir aussi sur un sujet important, surtout pour les mamans. C'est la charge mentale maternelle. Ah oui. Elle est réelle et elle est souvent invisible. Comment les mamans peuvent-elles naviguer cette charge mentale, poser leurs limites sans culpabiliser? Parce qu'il y a souvent beaucoup de culpabilisation qui vient avec. Oui, et puis pas seulement la culpabilité, elle vient avec la responsabilité. Et malheureusement, cette charge mentale, elle est sur le dos des mamans parce que les papas ou l'autre conjoint ne prend pas suffisamment sa part. Il ne voit même pas où est le souci. Et c'est toute une éducation, toute une culture. Cette charge mentale, la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que en fait, c'est tellement automatique qu'on n'en a même pas conscience. Heureusement, il y a eu quelques informations, on trouve un peu sur les réseaux, des infos sur cette charge mentale. Donc, les femmes commencent à en prendre conscience. Les yeux, Je dis les femmes parce que majoritairement, ce sont les femmes qui portent cette charge mentale. Donc, on regarde et on se dit,
Ah ouais, c'est vrai que bon, il fait les courses, mais c'est moi qui dois penser à la liste. Il fait ceci, mais c'est moi qui dois diriger et lui dire, tu dois faire ceci, cela. C'est-à-dire que c'est toute cette charge mentale, c'est la charge organisationnelle, c'est la charge de je prends soin de. La seule façon vraiment de diminuer cette charge mentale, c'est que le partenaire, le coparent, prenne sa place de responsabilité, prenne sa place de charge mentale. Est-ce que ça peut être des personnes extérieures que le coparent? Mais Si bien par sûr, exemple tout une coparent. mère célibataire, est-ce que comment on Oui, peut c'est vraiment ça que dans mon livre L'épuisement parental, Mhm. je souligne, c'est que d'une part, il n'y a pas que la charge mentale, il y a aussi la charge émotionnelle. En fait, les femmes s'occupent de presque tout parce qu'on se sent responsable de tout ça Mhm. et, et c'est naturel. Et il y a cette responsabilité à assurer. Il y a des émotions, il y a de l'éducation à faire, il y a de la charge mentale à supporter. Le problème, c'est que une femme croit que pour être une bonne mère, elle doit être parfaite partout, elle doit tout Mhm. réussir, elle doit tout faire, et sans demander d'aide. C'est un environnement et une société finalement qui Voilà. Eh bien, stop. instaure ce... Stop à cet individualisme Mhm. forcené. Stop. En réalité, non seulement on a besoin d'un conjoint, d'un coparent, mais on a vraiment besoin de tout un village. Tout le monde le dit, mais c'est pour de vrai, quoi. Mhm. Et donc, si on n'a pas un coparent à la maison, eh bien, on va chercher dans notre famille, nos Notre familles éloignées, mais ça entourage. peut être aussi une voisine, ça peut être aussi une amie, un ami, des gens tout autour qui sont là et qui vont vraiment coparenter. Et du coup, on peut se faire un contrat de coparentage. Ça veut dire quoi d'être coparent? Parce que la charge mentale, c'est aussi toutes les décisions à prendre pour l'éducation, mais aussi la décision de quelle marque de couche on achète, quel biberon, il y a sans arrêt toutes sortes des petites décisions et des grandes décisions. Et tout ça, c'est trop lourd. On est épuisé quand on doit tout décider tout le temps, toute seule. Et justement, on entend beaucoup parler de burn-out parental. Comment le reconnaître? Quels sont les premiers signes? Et comment faire face à ces burn-out? Alors, Il y a plein de donc, questions, on vous a oui, prévenu, hein. oui, mais les premiers signes, c'est ben, quand on se sent fatigué et qu'on se réveille le matin, on est tout aussi fatigué que quand on s'est couché, parce que finalement, on n'arrive même plus à se ressourcer dans le sommeil. Donc ça va être un des premiers Donc signaux, un épuisement physique. un épuisement physique, et ensuite on va commencer à oublier, donc il y a cet épuisement cognitif aussi, l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire, des vagues de larmes, des vagues de peur, de l'anxiété, nos émotions commencent à nous déborder facilement, et le plus difficile, c'est dès qu'on commence à sentir qu'on commence à avoir des gestes automatiques. C'est-à-dire, Hmm. on fait les choses pour le bébé, pour l'enfant, mais on le fait de manière automatique. Donc, on fait la cuisine, on Un fait le mode truc, survie. voilà, on lui change la couche, mais on n'y est plus là, quoi. Et donc, dès qu'on commence à sentir, ah, je n'ai plus de plaisir à être avec mon enfant, je pense que là, on peut se dire, oh, oh, stop. J'ai vraiment besoin d'un relais, j'ai vraiment besoin de soutien, j'ai besoin que le coparent prenne en charge autour de moi, j'ai besoin d'être écouté moi-même, Hmm. et on a besoin de rejoindre des réseaux d'écoute et tout pour pouvoir libérer un peu toute cette charge qu'on peut avoir sur les épaules, et puis vraiment trouver du soutien physique réel. Isabelle, il y a une étude publiée en 2022 dans la revue PNAS qui montre qu'un groupe d'enfants avec lesquels on a valorisé l'effort va mieux réussir un test, le même test qu'un groupe d'enfants pour lesquels on avait valorisé, vous savez de quoi je parle. L'intelligence. Voilà, Mhm. La L'intelligence. réussite. la réussite, voilà. Ouais. Donc, comment nous, en tant que parents, on peut appliquer ça dans notre quotidien? Eh bien, vous l'avez dit, valoriser l'effort. Elle est claire, l'étude. On Mhm. est focalisé sur Le tu résultat. dois réussir, Mhm. sur le résultat. Mhm. Et en fait, les études montrent, il y a eu de multiples études autour de ça, et ça montre que chaque fois qu'on valorise le résultat, en fait, du coup, ça met l'enfant sous pression. Je dois aller vers le résultat. Et puis, on a tendance à valoriser un esprit fixe, en fait. Non seulement tu as réussi et tu es intelligent, et on valorise un état. Et du coup, l'enfant cherche à atteindre cet état. Valoriser les efforts, c'est valoriser le chemin. Plutôt que de dire c'est un très beau dessin, on va nommer les efforts que l'enfant a fait. Ah, là, je vois que tu as vraiment été très attentif à ne pas dépasser. Là, tu as mis la couleur qu'il fallait, tu as fait ressortir ça. On va nommer les efforts qui ont été faits pendant. Et du coup, l'enfant dit, ah, maman, papa apprécie que j'ai fait. Et donc, ça encourage ça.
Tandis que si je dis juste c'est un beau dessin, ben, c'est un jugement déjà. Et l'enfant, déjà, il se met dans une pression. Ça veut dire qu'il faut faire beau. OK. Donc, si j'ai mis des fleurs et dit c'est beau, donc il faut que je remette des fleurs partout. Donc, ça va avoir tendance, plus je vais être sur le résultat, moins je vais avoir, l'enfant va moins développer de créativité. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, alors, ce qui est aussi montré par les études, c'est que toutes ces études, c'est valable surtout pour les enseignants, pour les personnes extérieures. Les parents, c'est important qu'on fasse un peu de tout. Donc, de temps en temps, on dit bravo, de temps en temps, on dit c'est génial, t'as réussi, et de temps en temps, on valorise l'effort. C'est-à-dire que si, avec nos enfants, on applique trop à la lettre ce qui est marqué dans les études, et que donc on ne valorise que les efforts, on fait des belles phrases où on décrit ce qu'a fait l'enfant, et ensuite on lui dit la valeur qu'il a utilisée pour arriver là, donc comme c'est dit que dans l'efficacité, dans les études, eh bien, l'enfant se méfie. Et il se dit, ben, elle m'aime pas, maman. Mhm. Et du coup, voilà, ça devient contre-productif. Donc, liberté totale pour les parents, en fait. Faisons un peu de tout. Par contre, soyons juste attentifs, attentives à ne pas seulement valoriser les résultats et à ne pas trop dire systématiquement à nos enfants, ah, tu es le meilleur, tu es intelligent, etc. Et à penser à valoriser le chemin, à valoriser les efforts faits. Merci. Sujet un peu compliqué. Que dire à celles qui regrettent parfois d'être devenues mères ou qui ont du mal à aimer leur enfant comme elles pensaient le faire? Est-ce un tabou? Est-ce plus courant que l'on ne croit? C'est un tabou et c'est malheureusement beaucoup plus courant qu'on ne le croit parce que ça a à voir avec le burn-out, en Exactement. fait, tout simplement. Et c'est la charge de l'enfant, la présence même parfois de l'enfant, parfois dès la naissance, fait que c'est une charge émotionnelle trop importante qui dépasse les capacités de régulation de la maman. Et du coup, elle se trouve dans une situation où elle se dissocie et elle n'est pas capable de rentrer en relation avec l'enfant. Et du coup, ben, c'est compliqué. Donc, les différentes causes de ça, une cause majeure, ce sont les conditions de la conception et la réactivation de traumas, notamment de traumas sexuels. C'est-à-dire quand on a été violé, quand on a subi l'inceste et qu'on a un bébé, eh bien, le bébé, il passe par le vagin, il passe par les zones sexuelles. Et donc, du coup, tout ce passage-là, ça réveille les traumatismes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de soigner ces traumatismes avant d'être enceinte au mieux et au moins avant l'accouchement, c'est vraiment important. On sait que une femme qui a vécu des violences sexuelles va avoir plus de difficultés au moment de l'accouchement. Et plus de difficultés au moment de l'accouchement, ça peut vouloir dire aussi plus de difficultés à entrer en relation, à aimer l'enfant. Ça n'est pas parce que l'enfant n'est pas aimable, ça n'est pas parce que la mère n'est pas capable d'aimer, c'est pas parce que souvent c'est un tabou parce que c'est ultra culpabilisant. La femme se mais j'aime pas mon bébé. Et puis personne n'en parle. Ouais. Mais c'est une réalité. On peut ne pas aimer son bébé. Je n'ai jamais rencontré en revanche de maman qui ne désire pas aimer son bébé. Il y a ce désir d'aimer, mais il y a comme un frein, un blocage, une dissociation, et qui est en fait une dissociation traumatique. Donc ça, c'est une première cause qui fait que ça rend impossible. Ça peut être au moment de l'accouchement, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut se déclencher au moment où nous-mêmes avons vécu. Si peut-être on a vécu l'inceste quand on avait 18 mois, eh bien, on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément la mémoire de ça, mais au moment où l'enfant a 18 mois, ça devient impossible de s'en occuper. Et des choses comme ça qui peuvent se passer. Il y a aussi tout simplement le fait que l'enfant est difficile, que l'enfant a des besoins démesurés, que ça nous dépasse, qu'on est trop seul, que le coparent n'est pas suffisamment présent, qu'il n'y a pas tout ce village autour et qu'on est démuni et qu'on n'en peut plus. Et donc c'est l'épuisement. Et c'est simplement l'épuisement qui donne cette dissociation qui fait que ben, je n'aime plus mon enfant. Et donc on a pu l'aimer à la base, et on se culpabilise de plus l'aimer. Mais non, on n'a pas besoin d'être culpabilisé, de se culpabiliser. En fait, c'est juste parce que on est épuisé. Et c'est une réaction naturelle et normale du cerveau. On n'a rien à dire. Vous me demandez qu'est-ce qu'on peut dire à ces mamans-là. Ce qu'on peut leur dire, c'est pas ta faute. Et non, tu n'es pas une mauvaise mère. Et oui, tu peux faire quelque chose pour de nouveau réussir à aimer ton enfant et tu as besoin d'être aidé. Ça, c'est ce qu'on peut lui dire. Mais ensuite, on va surtout l'écouter. Parce que, en fait, c'est juste trop de charge.
On va l'écouter et on va la diriger vers une personne qui saura l'aider et une personne qui manie les outils déjà sur comment faire pour lever cet épuisement parental, donc davantage de soutien, et tester, vérifier s'il y a des traumatismes derrière et soigner le trauma. Aujourd'hui, les traumas se soignent très efficacement. Il y a une multitude de techniques. Il suffit d'aller vers un thérapeute qui fait des trauma informed care, donc du soin informé sur le trauma, et donc qui va vraiment aller directement sur les soins du trauma. C'est quelques séances, c'est pas long, et ça vaut vraiment le coup, parce que une fois qu'on a soigné le trauma, ou que l'épuisement s'est tranquillisé, qu'on reçoit le soutien dont on a besoin, l'amour peut se réveiller, parce que l'amour, en fait, c'est une émotion qui vient de cette capacité d'authenticité, de contact entre l'enfant et soi, et on va retrouver ce contact, on va retrouver cette intimité, et dès qu'on peut retrouver cette intimité, eh bien, l'amour va rejaillir de nouveau. Isabelle, la séparation du matin à l'école, c'est un vrai sujet et un vrai problème pour beaucoup d'enfants et de parents, finalement. Comment gérer ces angoisses de séparation et est-ce qu'on peut les prévenir, les soulager? Qu'est-ce qu'on peut appliquer concrètement? Alors, est-ce que c'est vraiment une angoisse de séparation? L'enfant qui entre à l'école, il a souvent été à la crèche avant. Vous parlez de l'école, quel âge? Ça peut être la maternelle ou Alors, même si ça continue par la suite ou la primaire, qu'est-ce que... 2-3 ans. Ouais, souvent, Est-ce souvent que les c'est premières années Oui. Est-ce que maternelles. c'est vraiment de l'angoisse de séparation? Ce qui me désole, c'est que les enfants n'aient pas envie d'aller à l'école. Mm. On devrait avoir envie d'aller à l'école. J'ai voulu créer une école il y a 30 ans. Et donc, j'avais fait des t-shirts, c'était l'école où on aurait envie d'aller. Mm. Parce que c'est quand même, c'est quand même fondamental. Un enfant, c'est d'abord une boule de joie sur pattes et c'est surtout une capacité d'apprendre, une envie d'apprendre absolument phénoménale et démesurée. Tous les enfants ont envie d'apprendre, apprendre, apprendre. Comment ça se fait que l'école, qui est le lieu où on devrait apprendre, soit un lieu que les enfants n'adorent pas? Il y a des écoles où les enfants n'ont pas de difficulté à se séparer parce que tout simplement, c'est pas une difficulté de séparation, c'est que ils n'aiment pas l'école. Ils n'aiment pas l'école parce qu'ils s'y ennuient, ils n'aiment pas l'école parce qu'ils se font harceler, ils n'aiment pas l'école parce que les gens ne sont pas gentils, ils n'aiment pas l'école parce que c'est carcéral. Et donc, ça donne pas envie. Donc, il y a peut-être autre chose que l'angoisse de séparation. Parfois, c'est effectivement parce qu'il y a quelque chose de déchirant à la séparation. Et donc là, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas forcément la séparation pour soi. Parfois, le parent ne réalise pas qu'en fait, l'enfant, il veut pas se séparer parce qu'il a peur de... Maman, elle est très dépressive. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si je suis pas là à la surveiller? Maman ou papa? Donc, je veux rester avec mon parent pour surveiller mon parent, pour veiller sur lui. Les enfants, même petits, peuvent mettre comme ça leur vie au service du bien-être de leurs parents. Donc, quand on perçoit ça, on va déjà se poser la question, comment je m'en sors moi? Qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas là, mon enfant? Et parfois, c'est les parents qui ont une angoisse de séparation, hein. Et donc, du coup, je gère mon angoisse, je vais voir un thérapeute informé sur le trauma qui va m'aider à guérir mes propres histoires de séparation. Et je vais dire à l'enfant, t'as pas besoin de t'occuper de moi, je vais bien, je m'occupe de moi. Et je lui raconte ce que je fais dans ma journée pendant que lui, il est à l'école. Donc ça, c'est une cause. Une autre cause, c'est que nous, on peut avoir un trauma de séparation quand on était enfant. Par exemple, mon fils hurlait quand on le mettait à l'école maternelle. C'était pourtant une petite école Montessori, adorable, mais vraiment, c'était impossible de réussir à se séparer, c'était trop dur. Et donc, il avait 3 ans et il était là et c'était impossible. Et donc, on se posait la question, parce que je dis, il n'y a pas d'histoire. Quelquefois, il y a des histoires de séparation. C'est plus dur pour un enfant qui a été séparé de sa maman, par exemple, il a été hospitalisé pour une raison ou pour une autre, et du coup, il n'a pas vu sa maman pendant 10 jours. Et voilà, donc il y a une histoire de séparation où la maman est partie pour son travail pendant 1 mois, alors qu'il avait 1 mois. Donc là, il y a une vraie histoire de séparation qui est à guérir. Ça se soigne là aussi. Mais quelquefois, il n'y a rien. Donc là, dans le cas de mon fils, non, vraiment pas du tout. Et un jour, mon mari fait un travail de thérapie. Et dans son travail de thérapie, il réalise que sa maman s'était jamais occupée de lui et qu'il était chez une nounou, avec une nounou, qui s'occupait de lui et qui se levait la nuit pour lui, etc.
Et il se souvient, dans son travail de thérapie, du nom de sa nounou. Et donc, il appelle sa mère et il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Amma? Je crois qu'elle s'appelait Amma. Et donc, et la mère lui dit, ah, on l'a congédiée quand tu avais 3 ans puisque tu rentrais à l'école. Et donc, mais tu n'as pas pleuré, tu sais, tout s'est très bien passé. Et votre fils avait 3 ans. Et voilà. Et du coup, Mm. là, on s'est dit, OK, transmission Mm. transgénérationnelle. Et donc, quoi faire? Du coup, mon conjoint lui a parlé à mon fils, il lui a expliqué ce qui s'était passé. Il dit, quand je te vois réagir comme ça avec tellement de terreur, je me dis que peut-être tu es en train de vivre la terreur que moi, j'ai ressentie quand j'étais tout petit, parce que Amma, qui s'était occupée de moi tout le temps, eh bien, elle avait disparu. C'est en même temps, elle a été congédiée. Il n'y a même pas eu le temps de revoir, etc. Parce que la maman n'était même pas consciente qu'il y avait un souci. Et pourquoi le petit garçon qu'il était n'a pas pleuré? Ben, vous ne pouvez pas pleurer avec une dame que vous ne connaissez pas. Sa maman, elle ne l'avait pas pris. Elle la prenait dans les bras de temps en temps, mais pas pour écouter ses pleurs. Celle qui soignait ses pleurs, c'était Amma. Et du coup, si Amma était plus là, ben, voilà. Et donc, c'est le trauma non résolu du parent qui s'activait là. Et ça a été magique, parce que dès le lendemain, mon fils est parti à l'école sans aucun problème. Mm. Donc voilà, ça peut être un peu le panorama des choses qu'on va regarder Merci pour dans, cette histoire. dans Ouais, ce c'est vrai qu'on genre de n'entend pas souvent situation. parler des enfants qui reproduisent finalement les traumas des parents inconsciemment Mm. pour essayer de les comprendre ou de les réparer ou de les vivre à leur place. Mm. Merci beaucoup pour cet éclairage. Oui, c'était arrivé aussi, je me souviens d'une de mes clientes en psychothérapie, elle ne comprenait pas pourquoi sa fille était terrorisée à l'école, dans la cour, et elle restait toute seule. Et il n'y avait pas vraiment de raison, quoi. Et elle n'était pas, elle, harcelée, l'enfant, mais elle était terrorisée dans la cour. Et en fait, c'était elle-même qui était terrorisée, parce que c'était apparu brutalement à une époque qui était exactement l'âge qu'elle avait quand elle était enfant et qu'elle avait été, elle, harcelée quand elle était enfant. Et il a suffi, pareil, qu'elle le verbalise à l'enfant et lui dit, c'est plus, tu n'as plus besoin de prendre ça en charge, c'est OK. Waouh. Ça arrive dans tous les couples, les disputes. Voilà, ça nous arrive à tous, ou même, voilà, à un moment donné, du stress, pas forcément des disputes, mais même nous, avec nous-mêmes, on peut s'énerver. Voilà, il peut y avoir plein d'émotions qui peuvent ressortir de ça. Comment est-ce qu'on fait? Bon, on sait qu'on peut pas les supprimer complètement, ça arrivera peut-être toujours, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut réparer ça avec l'enfant? Alors, c'est des disputes avec l'enfant ou des disputes... Non, entre le couple, dans le Ah oui. couple. Les parents qui se Les disputent parents. finalement et les enfants qui... Bon, déjà, Les parents qui se disputent et un enfant qui témoigne et- de ces moments difficiles. ça veut dire quoi? Pourquoi une dispute est forcément difficile? Et ça veut dire quoi de se dire les disputes sont inévitables dans un couple? Non, c'est pas vrai, quoi. On peut très bien vivre un couple avec du dialogue, avec des confrontations, avec des idées différentes et du dialogue, on s'écoute l'un l'autre, etc. Dispute dans le sens constructif du terme. Et donc à ce moment-là, c'est extrêmement important que l'enfant voit, ah, papa dit un truc, maman dit une autre chose, et ils se disputent, c'est-à-dire qu'ils communiquent ensemble pour arriver à trouver une solution. Quand on se dispute, genre on s'insulte, etc., mais non, ça, effectivement, là, il y a à réparer pour l'enfant, mais ça n'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Et dès qu'on se rend compte qu'on commence à se disputer, qu'on commence à s'énerver contre l'autre, on devrait se dire, stop, je souffle, je retrouve l'amour pour mon conjoint, on se remet à une base d'un endroit où on peut échanger, et là, on tisse un pont. Dire, OK, là, j'étais en train de m'énerver. Peut-être il y a trop de vent, peut-être il y a quelque chose qui m'énerve, peut-être j'ai trop de stress dans ma vie en ce moment. En tout cas, je prends une petite pause. On rediscute de ça. Si j'arrive pas à réguler tout de suite, au moins je pose, je reviens. Donc comme ça, l'enfant il dit, ah, quand on commence à s'énerver, on prend une pause, on respire et on revient. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces moments de dispute pour enseigner à l'enfant comment on se dispute correctement pour résoudre les problèmes. C'est notre terrain d'expérimentation. Par contre, on ne va jamais utiliser notre conjoint comme punching ball pour lâcher toutes nos émotions refoulées de notre enfance, pour l'insulter. Dès qu'on entend la moindre insulte, on devrait se dire stop. Et l'autre aussi. Là, ça, c'est une insulte. Stop. Tu vas pas bien. C'est-à-dire ça, imaginons qu'on est en couple, et là, Margot, vous m'insultez. Je vais dire stop.
Je viens d'entendre une insulte. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre, ouais, tu m'as insulté. Donc non, on ne va pas rentrer dans une dispute comme ça. Une confrontation, une guerre, quoi. Non, pas de guerre. C'est, OK, si tu m'insultes, ça veut dire que tu as un besoin non satisfait. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'écouter. On se retrouve, on se fait un câlin, on s'embrasse. Un baiser de 10 secondes, ça solutionne beaucoup de disputes. On compte, hein. Le baiser avec la langue, 10 secondes. 10 secondes. En général, les disputes, après, c'est nettement calmé. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 secondes, eh bien, l'ocytocine commence à bien calmer l'amygdale. Et du coup, au lieu d'être en bagarre comme ça, on se calme. Bon, ça, c'est pas un truc à modéliser pour nos enfants. Pas de Mais vent. ils vont aimer nous voir, nous embrasser, parce qu'ils aiment voir que les parents s'entendent. Et c'est des ressources quand même. Parce que l'enfant, c'est... Quand on a un conflit, ben, c'est un peu comme voilà, dans les bonobos, ils font ça aussi. Ils se gratouillent, ils cherchent du contact physique pour pouvoir baisser l'énergie. Et bon, on n'est pas d'accord là sur un truc, mais on veut être d'accord parce qu'on veut avoir un couple heureux. On veut être heureux, en fait. Quelquefois, on ne se souvient pas qu'on veut être heureux en couple. On croit qu'on veut gagner, on veut avoir raison. Dès qu'on se rend compte qu'on veut avoir raison, on se dit « Ok, stop. Oh, excuse-moi, je viens d'avoir envie d'avoir raison sur toi, là. Stop, je m'arrête. Il faut plus que je veuille avoir raison. On n'a pas besoin d'avoir raison. On s'en fout d'avoir raison l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on soit heureux ensemble. Remettre les valeurs au centre. L'amour au centre. Au final, notre enfant, il va voir comment on résout nos problèmes et ce sera Exactement. un exemple pour lui. Et puis si on craque, on va réparer. Et donc là, on va voir l'enfant. Et on va lui dire, bon, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Et on va vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Qu'est-ce qu'il a élaboré? Parce que si ça se trouve, nous, on s'est disputé pour le beurre qui a été oublié, et lui, il croit qu'on va divorcer, quoi. Il s'est construit toutes sortes de choses. Donc, avant de parler, on va pas lui dire, je m'excuse, tu as vu, papa, on s'est disputé, etc. On va pas commencer à faire, voilà, trop de une discussion. On commence par écouter. Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Qu'est-ce que ça t'a fait dans ta tête? Qu'est-ce que ça t'a fait dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu as eu envie de faire dans ton corps? Et on le laisse parler. On le laisse parler. Et seulement après qu'il ait parlé et qu'il ait vécu ses émotions, là, on va réparer, parce que du coup, on sait quoi réparer. On va lui expliquer ce qui s'est passé. À l'ère des écrans, les jeunes enfants sont de plus en plus exposés entre les dessins animés, les tablettes, les applications éducatives. Quelle posture adopter face à tout ça? 0 écran avant 3 ans. Ça, c'est vraiment la conclusion du rapport de tous les experts qui a été remis au président Macron récemment. Donc, c'est 0 écran avant 3 ans. Aucun écran ne peut être éducatif. Les parents, 60% des parents pensent qu'un écran est éducatif pour un enfant et c'est pour ça qu'ils le donnent. 67% des parents donnent aussi un écran parce que c'est commode. C'est vrai. Quand on met un écran, le bébé se calme, on croit que ça va aller. Mais en fait, on se prépare à un avenir super compliqué parce que l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions et il n'apprend pas tout ce qu'il a besoin d'apprendre pour développer son cerveau. Donc, les écrans à supprimer, c'est pas de télé dans une pièce où il y a un enfant, pas de télé allumée, pas d'écran allumé dans une pièce où il y a un enfant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'attention automatique. L'attention, hop, je ne peux pas voir un écran et ne pas tourner ma tête pour aller voir l'écran. Ça n'est pas possible. Donc, automatiquement, quand il y a un téléviseur allumé, c'est dans 50 à 80% des foyers. C'est énorme. Donc, on n'est pas conscient de ce qui se passe et souvent les parents disent « mais il ne regarde pas ». Il ne regarde pas, mais en fait, il ne peut pas jouer. Et quand on filme, on voit que dès qu'un écran est allumé, l'enfant jette quand même des regards, et même s'il ne regarde pas, il n'arrive pas à jouer, il n'y a pas de continuité dans son jeu, il ne rentre pas dans l'exploration. Donc, pas d'écran passif. Ensuite, pas d'écran pour les parents. Aujourd'hui, 60% du temps de loisir d'un parent, c'est sur le téléphone, sur un écran. C'est énorme. Mais donc, c'est tout ce temps, on regarde l'écran, on ne regarde pas le bébé, on ne regarde pas l'enfant. Et du coup, c'est une privation. Ça s'appelle la technoférence. C'est l'interférence de l'écran. Un enfant a besoin du contact. Il a besoin de sourire ensemble. Il a besoin qu'on regarde ensemble des choses. Il a besoin qu'on fasse des choses ensemble. Il a besoin de jouer avec nous. Il a besoin d'interaction pour construire son cerveau, pour apprendre à réguler ses émotions.
il a absolument besoin d'interaction avec l'adulte. Et chaque fois que l'adulte est sur un écran, eh bien, il n'est pas disponible pour l'interaction. Et donc, on prive l'enfant de toutes ces richesses-là. Ensuite, il y a les écrans qu'on donne à l'enfant. Alors, on lui donne pour se calmer, mais comme il n'apprend pas du coup à connecter les réseaux de neurones qui lui permettent d'apprendre la régulation émotionnelle, il ne sait pas réguler ses émotions. Et plus tard, ça va être très, très difficile et de plus en plus difficile. Donc, avant 3 ans, 0 écran, et ensuite, minuscule, minuscule. Le seul, à l'hôpital, un écran pour pouvoir faire un soin douloureux, c'est utile parce que ça permet d'éviter d'avoir une analgésie. Donc, en fait, ça insensibilise l'enfant. Mais du coup, on peut se dire, tiens, s'il l'utilise dans les hôpitaux pour les soins douloureux pour anesthésier, ça veut dire que chaque fois que je mets mon enfant là-dedans, je l'anesthésie. C'est normal que du coup, je cherche à l'appeler et qu'il ne vient pas. C'est juste, il est anesthésié, quoi. Et donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, vraiment, nous avons à apprendre. Ça n'est pas de la faute des parents. C'est toute notre société qui est là-dedans. Et bien sûr, les industriels font toutes sortes de choses. La chaîne YouTube pour les tout petits a la plus grand nombre de vues de toutes les chaînes YouTube. C'est 4 milliards de vues. C'est complètement hallucinant. Et donc ça, c'est parce que nous sommes dans un bain de société où les industriels qui font beaucoup d'argent là-dessus, eh bien, racontent des choses qui sont fausses aux parents. Non, l'enfant ne va pas apprendre à parler mieux avec un écran. Il va apprendre à dire les noms des couleurs, il va apprendre à dire les chiffres, il saura compter à 100, jusqu'à 100 à 18 mois, mais il ne saura pas réellement compter. Si vous lui demandez « donne-moi 3 oranges », il ne saura pas, parce qu'il ne comprend pas les concepts. Pour comprendre les concepts, on a besoin de manipuler une orange, pas juste de voir des chiffres comme ça et de répéter bêtement après l'application « 3, 4, bleu ». Donc, c'est le principe fondamental de Montessori au final. On en parlait cette semaine justement. Je disais à ma mère, mais je comprends pas. L'apprentissage par la manipulation. Oui, Ouais, c'est voilà. ça. Je comprends pas, la tablette c'est cool, mais quand on lui demande dans la vraie vie, enfin, Mais en c'est fait, ça. il y a toutes ces, Il y a il y un a toutes décalage. ces Mais c'est applications vrai qu'on a. qu'il y a des applications, je crois que c'est à partir de 5 ans, des applications éducatives, les maths, la géométrie, la langue. À partir de quel âge peut-être on peut considérer qu'un écran, une tablette peut être un outil éducatif ou un support éducatif en plus? Les études cherchent autour de ça et a priori, c'est l'âge de 6 ans D'accord. qui est donné pour pouvoir apprendre grâce à un écran parce qu'on a suffisamment manipulé, on comprend suffisamment le monde 3D pour voir que quand il est réduit en 2D, on comprend. Mais par exemple, il y a une expérience qui montre, mais c'est pour des enfants de 2 ans, une femme fait toutes sortes de choses, elle prend un doudou et elle cache le doudou quelque part. Et donc, on la filme. Et donc, l'enfant, il y a 21 enfants qui regardent l'écran et 21 enfants qui regardent la même personne faire exactement les mêmes gestes à travers une fenêtre qui a la même taille que l'écran. Donc, visuellement, nous, on se dit, bah, c'est pareil, quoi. Et donc, à partir de 6 ans, l'enfant est capable de comprendre. Mais à 2 ans, quand il voit l'écran, en fait, il ne trouve le doudou que dans 50% des cas. Tandis que quand il voit la femme à travers une fenêtre, il trouve toujours le doudou. Merci beaucoup Isabelle d'être venue aujourd'hui, malgré toutes nos péripéties. On a réussi quand même à avoir quelques réponses par rapport à des sujets qui sont clés pour nous les parents. Donc merci encore de vous être déplacée jusqu'à Paris. Merci pour vos réponses éclairantes, pleines de douceur et d'humanité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Et merci vraiment pour apporter toutes ces réponses jusqu'aux parents. C'est important qu'il y ait un accès le plus facile possible. Et n'oubliez pas, Isabelle vient de sortir son nouveau livre que j'ai adoré personnellement, L'épuisement parental. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et dont on avait vraiment besoin. Je lui ai même demandé pourquoi elle ne l'avait pas sorti avant. Aux éditions Nathan. Aux éditions Nathan. C'est vrai que c'est un vrai sujet dont on parle peu. Et il n'y a pas tant finalement de documentation de livres. Donc merci pour ce livre. Merci. Et il est court, efficace. Il y a plein d'illustrations. Donc voilà. Go for it. Je suis ravie qu'il vous ait plu. Merci le Milk Club, à bientôt.